Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la 1h de ce 20h. L'Institut de médecine nucléaire d'Abidjan ouvre ses portes au grand public. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé, en visite dans les locaux ce jeudi, a lancé les travaux d'extension de cet institut dédié à la détection et au traitement précoce des maladies. Plus de 1000 patients y ont été traités depuis 2023. La Côte d'Ivoire est représentée à la 5e conférence et exposition annuelle sur le pétrole et le gaz en Angola. Le ministre Mamadou Coulibaly Sangafoua noue des contacts sur place. Des partenaires sont attendus au premier salon international des ressources extractives et énergétiques en novembre prochain à Abidjan. Avant cela, la capitale économique ivoirienne accueille la 9e réunion du comité exécutif de la Fédération atlantique des agences de presse africaines. Le ministre de la Communication, Amadou Coulibaly, a présidé l'ouverture des travaux ce matin. Les réflexions portent sur les agences de presse africaines. Quelle stratégie face à l'intelligence artificielle? Les bombardements s'intensifient au Liban. Les raids aériens se poursuivent à Beyrouth. L'armée israélienne assure avoir frappé le quartier général du renseignement du Hezbollah et tué 15 combattants après l'attaque massive lancée le 1er octobre par l'Iran contre Israël. Soyez les bienvenus sur RTI 1. L'Institut de médecine nucléaire d'Abidjan a ouvert ses portes au grand public aujourd'hui. Le personnel soignant et tous ceux qui y travaillent ont accueilli, vous allez le voir ce jeudi même, le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Il a posé la première pierre des bâtiments pour l'extension de cet institut de référence dédié à la détection et au traitement précoce des maladies. Léon Broup, le reportage. CHU de Cocody, Institut de médecine nucléaire d'Abidjan. Ici, des appareils spécifiques dits gamma caméra et des produits radioactifs comme médicaments utilisés pour le diagnostic et le traitement précoce des maladies graves telles les cancers ou les maladies cardiovasculaires. Déjà une année d'activité et le ministère de la Santé satisfait des avancées. Avant la mise en place de cette infrastructure, c'est plus de 600 patients qui se déplacent chaque année pour se rendre à l'étranger pour bénéficier des soins de médecine nucléaire, ce qui engendrait des coûts considérables et des risques accrus. Aujourd'hui, grâce à la vision de son Excellence le Président de la République et l'engagement constant du gouvernement, ces soins sont disponibles désormais sur place à Abidjan. Ce sont plus de 1033 patients ivoiriens étrangers qui ont pu bénéficier d'examens et de traitements essentiels, notamment des scintigraphies osseuses, thyroïdiennes, rénales, cardiaques et pulmonaires. Ces résultats témoignent de l'impact immédiat et durable de cet institut sur la santé publique de notre pays et au-delà de nos frontières. Pour autant, peu connue reste la médecine nucléaire de l'avis de la directrice de l'Institut, le professeur Kwame Koutou-Anik. Ces 2 journées portes ouvertes donc pour promouvoir la spécialité médicale et ses applications. Les praticiens ivoiriens ont le soutien de ceux de la Tunisie, du Togo, du Bénin et du Sénégal. Le gouvernement, lui, procède au renforcement des capacités du centre par le don d'autres équipements de pointe et de nouveaux bâtiments dont le Premier ministre procède ici à la pose de la première pierre. Ainsi se traduit la vision du président Alassane Ouattara de faire de la Côte d'Ivoire un modèle en matière d'accès aux soins de santé, précise le chef du gouvernement. Toutes nos régions seront dotées très prochainement d'hôpitaux de référence avec des équipements de pointe, sans oublier le vaste programme de construction et de réhabilitation des établissements sanitaires de premier contact. Le chef de l'État a largement mérité en cela la distinction honorifique de champion de la promotion de la médecine nucléaire qui lui a été attribuée par l'AFCON, la Commission africaine de l'énergie nucléaire. Il est le fruit de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Agence internationale de l'énergie atomique. L'Institut de médecine nucléaire d'Abidjan est rendu opérationnel en 2023 grâce à un investissement de 3 milliards de francs CFA du gouvernement. Ils ont apporté leur pierre à l'édifice. Ils sont à la retraite, mais l'État ne les oublie pas du tout. Et pour tout le service rendu à la nation, les retraités de Côte d'Ivoire n'ont pas caché leur joie au Premier ministre Robert Begré-Mambé ainsi qu'à des membres du gouvernement pour la prise en compte de leurs préoccupations. Ils sont donc reconnaissants au président de la République pour les réformes mises en place, notamment l'instauration de la prime spéciale de retraite en vue d'améliorer leurs conditions de vie.
Le travail s'intensifie aussi à l'Assemblée nationale. Le calendrier des travaux parlementaires vient d'être adopté. La deuxième session ordinaire, débutée le 1er octobre, prendra fin le mardi 31 décembre, date de clôture de la session. Au total, 22 projets de loi seront examinés par les députés, notamment le projet de budget de l'État pour l'année 2025. Le calendrier a été adopté à l'unanimité en plénière, nous rapporte Konaté Moussa, Sangari Adama. Ouverte le 1er octobre dernier, la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale pour l'année 2024 va s'étendre sur 3 mois. Durant cette période, 22 textes de loi vont être examinés. Chers collègues, la conférence des présidents s'est réunie hier mercredi 2 octobre à l'effet de proposer à l'adoption de l'Assemblée nationale un projet de calendrier des travaux parlementaires sur la période du jeudi 3 octobre au mardi 31 décembre. Ce projet de calendrier a été mis à votre disposition. Je vous informe qu'à ce jour, 22 projets de loi se trouvent sur le bureau de l'Assemblée nationale. Ces projets de loi se répartissent comme suit. 9 projets de loi de ratification de conventions internationales, 5 projets de loi ordinaires et 8 projets de loi de ratification d'ordonnances. Les travaux parlementaires prendront donc fin le 31 décembre. Ils seront marqués par l'examen du budget de l'État. Le projet de loi de finances, à savoir le projet de loi de règlement portant budget de l'État pour l'année 2023, le projet de loi de finances rectificative et le projet de loi de finances portant budget de l'État pour l'année 2025. Le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, exhorte donc les députés à se rendre disponibles afin de participer aux travaux parlementaires. Et la Côte d'Ivoire prend part à la 5e conférence et exposition annuelle sur le pétrole et le gaz en Angola. Le ministre Mamadou Coulibaly Sangafoa noue des contacts sur place. Des partenaires sont attendus au premier salon international des ressources extractives et énergétiques en novembre prochain ici à Abidjan. Envoyé spécial en Angola, Soro Corona, Konaté Yaya. Salle de conférence du centre de convention de Luanda en Angola. Site qui abrite la 5e conférence et exposition annuelle sur le pétrole et le gaz en Angola. Un rendez-vous annuel pour montrer les potentialités minières, pétrolières et gazières. Cette initiative pour réfléchir et proposer des alternatives afin de mutualiser les forces des pays africains producteurs. La Côte d'Ivoire était représentée à cette conférence par son ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie. Mamadou Sangafoa Coulibaly était accompagné d'une forte délégation. Le ministre angolais des Ressources minérales, du pétrole et du gaz rappelle les enjeux de ces 2 jours de rencontres, d'échanges et de partage d'expériences. Le ministre ivoirien des Mines, du Pétrole et de l'Énergie salue ces assises qui permettront aux pays africains de travailler ensemble pour une meilleure productivité des ressources minières. Il y a beaucoup de défis. Aujourd'hui, il y a de moins en moins de financements qui sont disponibles pour l'exploration et l'exploitation, puisque les financements sont désormais orientés vers les énergies renouvelables. Et puis, vous savez, avec toute la géopolitique à l'international, la plupart des zones de production sont touchées par la crise internationale et ça pose de nombreux défis, notamment aux pays africains qui ont besoin d'énergie en ce moment-là pour soutenir leur croissance économique. Je pense qu'il y a des questions qui méritent qu'on se mette ensemble en tant qu'Africains pour les aborder. Le président de la République d'Angola, João Lourenço, ouvrant la conférence, invite les États africains à partager leurs expériences en matière de production des mines, du pétrole et du gaz. Cette conférence de grande importance se déroule dans la période où la situation géopolitique et macroéconomique observe plusieurs difficultés sur les marchés. L'Angola continue d'être un moteur compétitif dans l'exploration du pétrole. C'est le lieu d'inviter les pays pétroliers et gaziers africains à mutualiser leurs forces pour le développement économique. L'Angola sera toujours là à accompagner ces pays à relever ces défis. Occasion pour Mamadou Sangafoa Coulibaly d'inviter l'Angola à la première édition du Salon international des ressources extractives et énergétiques CIRES. Le CIRES se tiendra du 27 novembre au 2 décembre 2024 au parc d'exposition d'Abidjan. La 5e conférence et exposition annuelle sur le pétrole et le gaz est meublée de panels de haut niveau, des signatures de conventions et des expositions des différents secteurs des mines, du pétrole et de l'énergie.
Voilà, et en attendant ce rendez-vous d'Abidjan se tient une autre grande rencontre du côté de la France, le sommet de la francophonie. Et justement, plusieurs activités sont initiées pour faire la promotion de la langue française. La ministre ivoirienne Mariatou Koné s'est prononcée sur les actions entreprises par notre pays pour promouvoir le français, cette langue apprise par des millions d'habitants et selon les statistiques. Envoyé spécial en France, Sephora Zegui. 321 millions de francophones dans le monde avec 150 millions d'apprenants, la langue française est la troisième parlée au monde. Parallèlement au sommet de la francophonie qui s'ouvre dans 24 heures, l'hémicycle Simone Veil du Conseil régional de l'Île-de-France abrite les premières rencontres franciliennes, des journées qui offrent l'opportunité d'aborder plusieurs thématiques portant sur l'éducation, la jeunesse, la promotion des valeurs francophones et la culture. Valérie Pécresse, la présidente du Conseil régional de l'Île-de-France, salue l'initiative de la Côte d'Ivoire qui a fait du retour de la dictée une priorité après les EGENA, États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Je voudrais évidemment que cette journée d'échange soit là pour imaginer d'autres projets très concrets. Et au cœur de ces projets, il doit y avoir bien sûr la jeunesse. La jeunesse qui est au centre de tous nos espoirs, mais aussi au centre de tous nos défis. Et tout ça, elle ne le dit pas, mais c'est lié à l'action de la ministre de l'Éducation nationale de Côte d'Ivoire qui a remis la dictée dans les écoles de Côte d'Ivoire. Et la France a suivi la Côte d'Ivoire et a remis aussi la dictée, mais un petit peu plus tard. Mais donc, vous voyez, la Côte d'Ivoire nous a montré le chemin. Pure illustration des résultats du retour de la dictée dans les salles de classe, Loévan Krikoum est plébiscité par la région de l'Île-de-France. Invité spécial de Valérie Pécresse, Mariatou Koné, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, par ailleurs présidente de la Confémène, dresse le bilan des actions menées par la Côte d'Ivoire en vue de rendre populaire le français dans toute sa diversité. La Côte d'Ivoire, sous le leadership du président Alassane Ouattara, a initié plusieurs actions relatives à la francophonie dans divers secteurs. Au niveau du ministère de l'Éducation nationale, plusieurs actions éducatives sont mises en œuvre pour faire vivre la francophonie auprès de la jeunesse. On peut citer dans le cadre des recommandations des États généraux de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, le retour de la dictée dans le système éducatif qui a permis à notre pays d'être sur le toit du monde au niveau de cette discipline avec notre champion mondial, Loévan Krikoum, élève aujourd'hui en classe de 6e. Mesdames et messieurs, nous avons aussi la réforme des collèges qui implique une meilleure transition du primaire vers le secondaire, le premier cycle, en mettant l'accent sur une éducation de base. Tout comme les autres pays francophones du monde, la Côte d'Ivoire travaille à la vulgarisation de la langue française, autant dans les établissements scolaires, universitaires que dans la société. Oui, je suis placée ici en Côte d'Ivoire. Une autre activité concentre l'actualité. C'est la 9e réunion du comité exécutif de la Fédération atlantique des agences de presse africaines. L'ouverture des travaux a été présidée ce matin même ici à Abidjan par le ministre de la Communication, Amadou Coulibaly. Les réflexions portent sur les agences de presse africaines. Quelle stratégie face à l'intelligence artificielle? Naomi Mokla, Jean-Marc Gagui, Arnaud Kofi et Joël Gomez pour le reportage. La 9e réunion du Conseil exécutif de la Fédération atlantique des agences de presse africaines s'ouvre avec des réflexions sur les défis liés à l'intelligence artificielle. Occasion pour les acteurs de l'information et de la communication de proposer de nouvelles stratégies dans le traitement de l'information. Les directeurs d'agences de presse africaines s'engagent à lutter contre la désinformation en s'appropriant l'intelligence artificielle. Je suis convaincu que la volonté qui nous anime tous aujourd'hui crée les conditions favorables pour donner un nouvel élan à la coopération future visant la transformation structurelle des agences de presse africaines dans un processus de développement et d'innovation audacieux. Le ministre de la Communication, Amadou Coulibaly, président de cette cérémonie, encourage les médias à faire preuve de professionnalisme. Cependant, il est crucial d'aborder avec discernement et responsabilité afin que les agences de presse conservent leur indépendance éditoriale. En s'appropriant ces nouvelles technologies tout en respectant les valeurs fondamentales du métier du journalisme,
Les agents de presse africaines pourront se positionner, nous en sommes convaincus, comme des acteurs incontournables dans le paysage médiatique mondial. L'adoption du rapport de la 7e Assemblée générale du 23 janvier dernier et la sélection des lauréats des Grands Prix FAAPA au titre de l'année 2024 sont attendus au terme de ces assises. La sécurisation des biens des personnes est aussi au cœur des priorités. La Côte d'Ivoire est soutenue dans ses efforts par des partenaires. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Wagondo Diomandé, a reçu, entre autres, des équipements informatiques et de captage vidéo, et des navettes fluviales, des drones, des véhicules et autres. Autant de dons pour lutter contre les menaces terroristes et renforcer la sûreté aux frontières. Walter Madou Ouattara, Richard Vao. Cette caméra IP solaire a la fonctionnalité de capturer et d'envoyer des images à distance. Elle fait partie des lots d'équipements qui vont contribuer à la sécurisation des frontières ivoiriennes. L'honneur revient au conseiller spécial du président de la République de Côte d'Ivoire, coordonnateur national du renseignement, de situer le contexte de remise de ce matériel. Des dons qui ont été faits par un partenaire du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, un partenaire de la communauté nationale de renseignement de Côte d'Ivoire. Ces dons sont faits dans le cadre de la lutte contre la migration clandestine, la sécurisation de nos frontières. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité s'en félicite et rassure de l'engagement de son département à contribuer davantage à la quiétude des populations ivoiriennes. Et je voudrais encore témoigner notre reconnaissance pour ces matériels qui nous permettront d'améliorer notre réponse face à la menace terroriste, à la sécurisation de nos frontières et à l'immigration irrégulière. Vous, chers collaborateurs, je sais pouvoir compter sur votre sens élevé de professionnalisme et de responsabilité pour l'usage qui sera fait de ces matériels. Le gouvernement nous a assigné des objectifs et nous avons l'obligation de les atteindre. Sans ordinateur portable, sans autre de bureau, ce sont 10 caméras de surveillance équipées de panneaux solaires, 8 minibus, 50 drones, 76 motos, 4 quads, 100 lecteurs UV et 4 bateaux pour navigation sur fleuve. Ce matériel est destiné à la direction de la surveillance du territoire, DST. Et le gouvernement affiche aussi sa détermination à redorer l'image des cités universitaires. Justement, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, dans un communiqué, a ordonné aux étudiants occupant illégalement les chambres des cités universitaires de les libérer entre le 2 et le 3 octobre. Et bien, suite à ce communiqué du gouvernement, notre équipe de reportage s'est rendue dans les cités universitaires pour faire le constat. Il s'agit de Sarah Tiemene, Jean Magagui, et nous témoignons dans ce reportage. Cité universitaire de Mermoz, dans la commune de Cocody. Il est 15h ce jeudi 3 octobre. Sommé de quitter les lieux pour occupation illégale, les concernés plient bagages. Hier, nous avons reçu sur la page Facebook du ministère de l'Enseignement supérieur qui nous demande de libérer les cités universitaires. C'est par le biais de la FESI que j'ai obtenu ma chambre en cité. Suite au communiqué du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, cette mesure a pris effet depuis le mercredi 2 octobre. Moi, j'occupe de manière illégale, comme ils disent. Mais j'ai postulé 2 fois, je n'ai pas eu de chambre. C'est pourquoi j'ai eu recours à ceux qui nous donnent des chambres de manière illégale. À Mermoz, à la Cité Rouge ou encore à l'université de Cocody, tout semble se dérouler dans le calme. Les agents du CROU A1, aidés par les forces de l'ordre, veillent à l'application effective de cette décision dans les cités du campus de Cocody. Et autre question, dans ce 20h, à quel rythme avancent les travaux de construction de la voie express de contournement de la commune de Bingerville? Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kofi Kouakou, est allé se faire une petite idée. Cette voie, prolongement du boulevard Mitterrand, soulagera les populations de Bingerville habituées aux embouteillages. Reste à patienter tout simplement puisque les travaux s'achèveront en février 2026. Dangui Soroabou. Les bouchons à l'entrée de la commune de Bingerville appartiendront bientôt au passé. Démarrés en février dernier, les travaux de la voie express de contournement de la commune de Bingerville à partir du carrefour Fekese avancent, en tout cas à un rythme qui satisfait Amédée Kofi Kouakou, ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier.
Il y a une partie qui est en 2x3 voies et une autre partie qui est en 2x2 voies. Mais comme nous avons l'emprise, nous allons voir avec M. le Premier ministre pour faire une voie un peu plus large, de sorte que quand on regarde le niveau d'urbanisation, pour que assez rapidement ce soit pris en compte, pour qu'après toute la circulation dans cette zone soit très très aisée. Quand nous sommes venus voir ce chantier, nous sommes satisfaits. Le chantier va finir en 2026. L'État de Côte d'Ivoire a mis plus de 64 milliards de francs CFA sur la table pour la construction de cette voie express long de 11,5 km. Objectif, l'amélioration du cadre de vie et des conditions de mobilité des populations de cette zone. Bingerville est l'une des zones où il y a beaucoup de construction. Pour ceux qui habitent du côté de Bingerville, c'est la classe moyenne ivoirienne. Pour aller au plateau, très souvent, ceux qui sont après le marché de Bingerville sont obligés de quitter chez eux deux fois à 3 h du matin. Donc ça implique beaucoup de contraintes. Et le soir, pour rentrer chez eux à la maison, c'est très compliqué. C'est pour ça que le président de la République a souhaité qu'on fasse cette autoroute de contournement. Les travaux de construction de cette voie express de contournement sont le prolongement du boulevard Mitterrand dans la commune de Bingerville et vont durer 24 mois. Le taux d'exécution générale est estimé à 35% à fin septembre dernier. Voilà, et vivement donc la fin de ces travaux qui devraient soulager les populations de Bingerville. Et notre voyage dans ce 20 heures se fait aisément, conformément à son programme quinquennal de développement des infrastructures routières. Le conseil municipal d'Odiéné a initié un vaste projet de reprofilage de voiries dans plusieurs quartiers de la commune. La ministre et maire Nassene Batouré était sur le terrain pour s'imprégner de l'évolution des travaux. Rally Diomondé pour le reportage. Depuis quelques jours, cette niveleuse tourne à plein régime dans le quartier Dar es Salam d'Odiéné. Les ouvriers s'activent à achever le reprofilage des voiries. L'opération est à mettre à l'actif du maire de la commune, Nassene Batouré, soucieuse de faciliter la mobilité des biens et des personnes. Tout était gâté, vraiment. Moi-même, quand je viens à la moto, il dit « ne peut pas rentrer dans le quartier ». Quand les enfants viennent aller même à l'école, les chauffeurs, les taxis refusent de prendre les enfants pour aller à l'école parce qu'il dit que la voie n'est pas bonne. Mais j'ai vu ce travail, vraiment, merci à Madame le maire. Il suffit seulement qu'il pleuve, c'est fini. Même à pied, on a des problèmes, la boue partout. Avec ce reprofilage, nous pourrons nous déplacer pour aller partout où on n'arrivait pas. La première phase de ce vaste projet de reprofilage concerne 6 quartiers de la commune d'Odiéné pour environ 20 km. Les travaux sont déjà terminés par endroits, comme au quartier Jérusalem et Cobrella, et ce sont les bénéficiaires les plus heureux. On est très contents de l'équipe de Madame le maire. Le reprofilage, vraiment, ça nous a plu beaucoup. Il n'y avait pas de route du tout. Même pour marcher, on avait des problèmes. Le conseil municipal prévoit mobiliser plus de ressources afin de renforcer ces travaux qui contribuent aujourd'hui au bien-être des résidents. Nous allons continuer avec 100 km de voies reprofilées, en plus des 10 km de bitume que l'État a prévu de faire. C'est pour faciliter la mobilité urbaine des populations et nous allons continuer comme ça parce qu'après chaque saison de pluie, on voit les routes qui sont dégradées, mais aujourd'hui, la mairie a décidé de vraiment mettre le paquet pour ouvrir les voies, pour permettre aux populations de circuler librement. Durant cette visite terrain, Nassene Batouré a également invité ses administrés à assainir le cadre de vie. Pour elle, Odiéné doit refléter l'image d'une ville durable où le développement rime avec le respect de l'environnement. Et le défi est aussi relevé ici à Abidjan, la capitale économique ivoirienne. Je vous conduis à la mairie d'Abobo, qui vient de lancer la 13e édition du tournoi de la municipalité, couplé du festival scolaire des arts et de la culture d'Abobo, ainsi que les olympiades en français et en mathématiques. Cet événement se veut être un creuset de cohésion nationale et de fraternité. La maire de la commune d'Abobo, Kandia Kamara, invite donc toute la jeunesse à pratiquer le vivre ensemble. Naomi Mokla, Amidera Souba, Oussé Bleyi et Joël Gomez pour le reportage. L'élan de la cohésion nationale est toujours d'actualité dans la commune d'Abobo, à travers le lancement de la 13e édition du tournoi de la municipalité, couplé du Festival des arts, de la culture et des olympiades.
La mairie d'Abobo souhaite renforcer les liens de fraternité et promouvoir le vivre ensemble. Madame le maire, dans sa vision, voudrait que les jeunes se construisent pour pouvoir un jour s'intégrer de façon harmonieuse dans le tissu social et dans le tissu professionnel. Nous faisons véritablement de cette activité une école de formation. À travers le thème entrepreneuriat sportif, éthique sportive et les métiers des sports, Kondia Kamisoko Kamara, maire de la commune d'Abobo, encourage la jeunesse à pratiquer le sport afin de cultiver la fraternité. On peut réussir par le sport, on peut réussir aussi par la culture, tellement d'activités. Donc on fait aussi de l'entrepreneuriat culturel. Le Festival des arts et de la culture d'Abobo et les Olympiades se dérouleront du 2 octobre au 18 décembre prochain. Et sur le terrain politique, la jeunesse du RHDP continue la mobilisation pour l'opération d'enrôlement sur la liste électorale. Après Yopogon, Touba, Boaké, Bondoukou et Yamsokro, c'est la commune de Songon qui a accueilli la caravane de sensibilisation. Walter Madou Ouattara pour le reportage. L'élection présidentielle de 2025 est avant tout l'affaire des jeunes. C'est la conviction du président de l'Union des jeunes du RHDP et il a tenu à la partager aux militants de son parti résidant à Songon. Mais pour garantir une victoire à l'élection, Koné Mamadou sonne la mobilisation pour l'enrôlement sur la liste électorale. Nous avons pris l'engagement de faire enrôler 1 million de jeunes sur la liste électorale. Et cela passe par un travail minutieux que nous sommes en train de confier aux jeunes. Nous leur avons demandé de faire du porte-à-porte, de rassembler tous les documents administratifs de tous les jeunes afin qu'ils soient prêts. Pour déjà préparer cette opération. Et dès que la CEI ouvre l'opération le 19, il faut que nos jeunes prennent d'assaut tous les lieux d'enrôlement pour aller se faire enrôler sur la liste électorale. Et c'est à travers ça que nous allons garantir la victoire à notre parti dès le premier tour en 2025. Ici à Songon, avec le Premier ministre, nous sommes déjà avancés. Les jeunes ont compris que le fer de lance du RHDP, c'est eux. Conscients de la responsabilité qui leur incombe, les jeunes du RHDP se sont engagés à garantir la réélection du président Alassane Ouattara, fort de son bilan, entre autres, en matière d'éducation, d'infrastructure et d'insertion des jeunes. Et en marge de toutes ces activités, la Chine a célébré 75 ans de souveraineté. L'ambassade de la République populaire de Chine en Côte d'Ivoire a aussi marqué cet événement. Plusieurs membres du gouvernement ivoirien et d'autres personnalités, dont les présidents d'institutions, y ont pris part. Vous allez le voir, l'amitié ivoiro-chinoise a été célébrée. Suleiman Donisongo. Cette année marque le 75e anniversaire de la proclamation de la République populaire de Chine. En vue de marquer cette commémoration, l'ambassade de Chine en Côte d'Ivoire organise la présente cérémonie. Pour les diplomates chinois, la coopération sino-ivoirienne est à l'image de la coopération sino-africaine qui s'enracine au fil des années. Les deux chefs d'État chinois et ivoiriens sont convenus de porter les relations sino-ivoiriennes au niveau de partenariat stratégique, ce qui montre pleinement la solidarité et de l'amitié sino-ivoirienne et sino-africaine et que ces relations poursuivront un développement sain et régulier. Le ministre en charge des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Wota Bouna Ouattara, salue les rayonnements de la Chine sur la scène internationale et l'excellente relation bilatérale qui lie les deux pays. La Côte d'Ivoire s'honore d'entretenir avec votre pays une coopération exemplaire depuis une quarantaine d'années, coopération désormais portée au rang de partenariat stratégique. C'est le 1er octobre 1949 que le président du comité central du Parti communiste chinois, Mao Zedong, proclamait l'indépendance de la République populaire de Chine à Beijing. Cela après plusieurs années d'une guerre civile opposant le gouvernement nationaliste aux communistes.
La Côte d'Ivoire entretient aussi d'excellentes relations avec les Émirats arabes unis. Le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Léon Kakouadom, a reçu l'ambassadeur des Émirats arabes unis en Côte d'Ivoire. Le diplomate est venu témoigner la reconnaissance du gouvernement et du peuple des Émirats arabes unis au gouvernement ivoirien pour son soutien suite au bombardement de la résidence de l'ambassadeur des Émirats arabes unis. C'était à Khartoum le 29 septembre dernier. Et on prie pour la paix au Liban. Les bombardements là-bas s'intensifient. Les raids aériens se poursuivent contre les bases du mouvement chiite pro-iranien à Beyrouth. L'armée israélienne a su avoir frappé le quartier général du renseignement du Hezbollah et tué 15 combattants après l'attaque massive lancée le 1er octobre par l'Iran contre Israël. Il faut donc la paix partout dans le monde. Vous l'avez compris, c'est la fin de ce 20h. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Prenez surtout soin de vous. À demain, à la même heure, sur ce même plateau. Et n'oubliez pas, c'est sur la même chaîne, avec le même bonheur.